ma mère, elle votait à gauche, elle faisait grève avec les ouvriers de son usine, français immigrés. Puis quand l'usine a fermé, qu'elle s'est retrouvée en pré-retraite, isolée, son racisme obsessionnel est devenu le principal déterminant de son vote pour l'extrême droite. Voyez-vous, messieurs, nous sommes un parti révolutionnaire. D'accord. Et c'est pourquoi nous nous plaçons, nous, résolument, aux côtés de toutes les forces qui luttent contre l'impérialisme. D'accord. Voilà la position du Parti communiste Eh bien français. alors, La conversion des partis sociodémocrates à l'agenda néolibéral. Quand on dit les entreprises, pour moi, ça veut rien dire. Quand on dit les patrons, ça veut rien dire. C'est comme les poissons. À l'intérieur, il y a des requins et il y a des sardines. A poussé une bonne partie des électeurs du Parti communiste à s'abstenir massivement dans un premier temps, ou ensuite à voter pour l'extrême droite. Cette image que produit globalement la télévision est beaucoup plus homogène qu'on ne le croit. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les journaux mainstream viennent tous des écoles de journalisme, c'est-à-dire les mêmes formations, j'allais dire le même formatage, les mêmes références, la même manière d'écrire, de penser. En fait, il y a une sorte d'unification par la concurrence. Il était question totalement d'éradiquer, d'effacer, se débarrasser de la pensée critique, de l'héritage de mai 68, pour rejoindre justement cette pensée mainstream, centriste, social-démocrate, qui nous a donné Emmanuel Macron au bout du compte. Bonjour Didier Ribon. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Didier Ribon, vous êtes philosophe et sociologue. Vous êtes l'auteur d'ouvrages qui ont aussi bien marqué l'histoire des idées. Je pense évidemment à vos entretiens avec Dumézil, Lévi-Strauss, votre bio très documenté sur Michel Foucault, vos réflexions sur la question gay, que bousculer la manière de faire de la théorie. Et je citerai bien volontiers ici, bien sûr, Retour à Reims, l'un de vos livres les plus célèbres, traduit dans une trentaine de langues, il me semble, où vous analysez votre enfance, vos origines sociales et le virage extrême-droitier, extrême-droitier de la classe ouvrière. Où vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, hommage émouvant à votre mère et plaidoyer puissant contre la maltraitance institutionnelle des personnes âgées. Alors, bousculer la manière de faire de la théorie, ce n'est pas un détail, c'est selon moi un motif central de votre parcours et de votre proposition intellectuelle, évoqué d'ailleurs avec précision dans ce livre d'entretien avec Geoffroy Huard, pour lequel j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Sociobiographie, que vous faites paraître aux éditions Flammarion. Un livre qui revient et sur votre cheminement de miraculé social, de transfuge, on reviendra un petit peu sur ces concepts, et sur votre œuvre dont la dimension politique, dont on va évidemment beaucoup parler au cours de notre échange, est décuplée par votre dispositif d'écriture incarné qui mêle récit personnel et réflexion théorique. Alors votre œuvre, Didier Ribon, fait partie des œuvres qui touchent, qui affectent et donnent tout son sens à l'idée de la puissante capacité transformatrice de la théorie. Vos livres bouleversent souvent, autant que vous-même, vous avez été bouleversé par des livres dont vous parlez dans ce texte et dans ces échanges. Pour vous, vous l'écrivez, l'effet produit dans l'existence du lecteur compte autant que le contenu intellectuel proprement dit. Vous parlez de pulsion de générosité, d'un geste existentiel, intellectuel et politique que vous voulez renouveler. Je trouve cette démarche très forte et très intéressante. Geste existentiel, intellectuel et politique. J'aimerais vraiment qu'on ouvre notre échange sur cette idée, Didier Ribon. Ah oui, j'évoque cette question. Je crois que c'est en réponse à Geoffroy Huard qui me parle de la distinction de Pierre Bourdieu, de l'importance qu'a eu ce livre de Bourdieu dans ma vie. Je dois dire que quand j'ai lu la distinction, c'est un immense livre de savoir, bien sûr, c'est un grand livre de sociologie, mais ça va de soi, mais je dirais qu'on néglige souvent un autre aspect de l'importance de ce livre, qui est l'effet que ce livre produit chez ses lecteurs et ses lectrices. À quel point ce livre produit des émotions, des affects, et à quel point il fait comprendre intimement, personnellement, tout un ensemble de processus qu'on a traversés, d'expériences qu'on a traversées et qui prennent sens. Et un livre qui donne sens
à votre vie et à vos expériences dans votre vie, c'est quand même pas quelque chose de banal. Donc, l'effet transformateur d'un livre comme La Distinction. Vous parlez d'illumination. D'illumination, voilà. C'est un livre magnifique, c'est un très très grand livre, sans doute un des livres qui m'a le plus marqué dans mon existence. Mais pas seulement comme expérience intellectuelle, mais aussi comme expérience existentielle. Ça m'a marqué dans ma vie, et c'est un livre qui m'a transformé. Il y en a d'autres que je peux citer. Il y a eu le Saint-Genès, comédien et martyr de Jean-Paul Sartre, qui est sans doute un des premiers livres qui a eu cet effet sur moi. La fascination que ce livre a exercée sur moi, l'admiration que j'avais pour Sartre, et comment dire, l'œuvre de Sartre en général, mais en particulier ce livre-là, qui me donnait des clés pour penser et me comprendre. Il y a eu aussi, dans un tout autre registre, les mémoires de Simone de Beauvoir. Quand j'avais 18-19 ans, je lisais les mémoires de Simone de Beauvoir dans ma petite chambre d'un appartement d'une cité HLM, à la périphérie, dans une banlieue à la périphérie de Reims. Et sa description des milieux intellectuels, littéraires, artistiques parisiens, de sa vie avec Sartre et avec d'autres, me donnait envie de rejoindre cette vie-là, d'y appartenir, de fréquenter les cafés de Montparnasse, ce qui était tout à fait illusoire. C'était un fantasme irréalisable, puisque, encore une fois, j'étais un fils d'ouvrier dans sa petite chambre d'un quartier périphérique, et donc je n'avais aucune chance de pouvoir devenir ça. Et pourtant, on peut considérer que ces livres ont agi un petit peu sur vous. Mais, comment dire, sans doute, ce que je suis devenu, je le suis devenu grâce à Simone de Beauvoir, et par l'intermédiaire de ma lecture de Simone de Beauvoir, qui m'a donné l'envie de devenir ça, ce que je ne pouvais pas devenir, mais que j'ai essayé malgré tous les obstacles, toutes les impossibilités, tous les obstacles qui se sont présentés à moi tout au long de mon parcours universitaire puis professionnel. J'ai essayé de devenir un des personnages qu'on trouve dans ces mémoires, qui sont vraiment des livres comme ça. Là encore, un livre transformateur. Et je trouve que les livres de Beauvoir ont une puissance de générosité, sont des livres qui s'adressent à des lecteurs, des lectrices, et qui leur donnent quelque chose, notamment des envies de se transformer eux-mêmes et d'entrer dans l'existence d'une manière différente de ce que l'existence aurait été si on n'avait pas lu ces livres-là. On viendra sur ce parcours de miraculé un peu social tel que vous le présentez dans ce livre. Alors, vous avez parlé de pulsion de générosité. Je pense que ce sera peut-être le seul moment au cours de cet entretien où on va parler du terme de pulsion qui est associé à la psychanalyse, car vraiment aussi dans ce livre, vous tenez avec force, en tout cas votre théorie tient à ça, à écarter la psychologie et la psychanalyse. Important pour vous de produire une théorie de la subjectivité, un peu ce que vous faites, sans recourir à la psychanalyse. Je voudrais bien que vous nous expliquiez d'un mot pourquoi c'est fondamental pour vous d'exclure la psychanalyse des propositions et des réflexions théoriques. J'essaie de construire une théorie sociale des existences et des parcours qui soit totalement désindexée de toute approche psychanalytique ou psychologique. Et par exemple, dans Retour à Reims, j'ai eu cette phrase qui a été beaucoup citée, où je disais que la psychanalyse individualiser les processus qu'il s'agit d'analyser et les universaliser. C'est un individu dans son rapport à son père et sa mère, et les universalise avec cette grille d'analyse qui est l'Oedipe, le complexe d'Oedipe, etc. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est le contraire. C'est de désindividualiser, c'est-à-dire de collectiviser
au sens social et sociologique, montrait que les processus sont pris dans des parcours sociaux, des trajectoires sociales, des ancrages sociaux, des déterminismes sociaux, et donc c'est pas du tout individuel, mais social, et ça n'est pas et de désuniversaliser, puisque si c'est lié à une appartenance de classe, ça ne vaut pas pour tout le monde. Les processus sont différents. Si vous êtes, comme moi je l'étais, un fils d'ouvrier dans la banlieue défavorisée de Reims, ou si vous êtes un enfant de la bourgeoisie parisienne dont les rapports avec les parents sont tout à fait différents. Et aussi, je voulais échapper au familialisme de la psychanalyse, l'idée que nous serions tous déterminés par l'Oedipe, le rapport au père, à la mère, etc. Comme si tout ce qui se passe à l'école, par exemple. Et dans Retour à Reims, je veux substituer le système scolaire, l'analyse du système scolaire à l'obsession psychanalytique pour l'Oedipe, c'est-à-dire pour la vie dans la famille et le rapport aux parents. Je pense que bien des problèmes entre les parents et les enfants sont liés à la fréquentation différente entre les parents, la génération des parents et la génération des enfants. Et moi, mon père est sorti de l'école à 13 ans pour entrer en usine à 13 ans et demi. Évidemment, ma mère, pareil, elle est sortie de l'école à 14 ans pour devenir femme de ménage. Moi, j'ai eu la chance de suivre des études secondaires, puis supérieures, et il est évident que le rapport au système scolaire, la durée de fréquentation du système scolaire, quand ça n'est pas du tout la même, produit des difficultés entre les parents et les enfants, parce que c'est pas seulement un rapport au livre, à la culture, et notamment à la culture scolaire, c'est aussi un rapport au temps, un rapport aux autres, un rapport au livre, au cinéma, à la musique, un rapport à la politique, mais aussi, quand vous vous levez à 5 heures du matin pour aller travailler en usine pendant 8 heures par jour, c'est pas la même chose que si vous êtes un lycéen ou un étudiant. Et donc, ça crée des conflits. Et moi, si j'analyse mes difficultés avec mes parents, c'est pas du tout la psychologie, la psychanalyse qui permet d'en rendre compte, c'est précisément l'approche sociologique de la fréquentation du système scolaire. Qu'est-ce que c'est que fréquenter plus longuement le système scolaire, le rapport au temps, aux loisirs, etc. C'est des existences différentes. Le rapport au corps aussi. Le corps est moins fatigué quand vous êtes sur les bancs de l'université que quand vous travaillez dans une usine. C'est ce qui vous fait préférer d'une certaine manière le concept, votre concept de verdict sociaux que vous avez exposé dans votre livre La société du verdict que celle de pulsion, pour aller vite. Vous explicitez plutôt le travail sur l'écriture a consisté à essayer de faire passer la puissance des affects dans le discours sur les affects. Si les lecteurs sont émus quand je décris les tensions et les émotions qui circulent dans le monde social, la brutalité de la domination de classe, cela donne une efficacité plus grande à l'analyse, aux grilles d'analyse que je propose pour appréhender le monde social. Je trouve que là, c'est quand même aussi une démarche vraiment... Il faut s'arrêter un peu là-dessus parce que votre idée, c'est vraiment, encore une fois, par cette manière d'écrire, de dire, de conceptualiser, de faire de votre travail un outil. C'est très important, un outil politique de transformation. Un outil politique, oui. Politique au sens très large du terme, bien sûr. Dans ma manière d'écrire, c'est pour ça, par exemple, en Allemagne, on parle de mes livres parfois comme des romans. Mes livres sont tout ce qu'on veut, mais pas des romans. Sociobiographie, oui. Ce que ça veut dire. Oui. Mais parce que j'essaie d'avoir une manière d'écrire qui intègre différents niveaux, le niveau de l'analyse sociologique, de l'analyse théorique, et le niveau de la description la plus détaillée, la plus infime, la plus intime. Et j'essaie de faire passer des émotions qui ne sont pas des émotions psychologiques, qui sont des émotions sociales. Où, quand Retour à Reims est sorti, j'ai reçu des centaines et des centaines
de lettres, de messages qui me disaient « J'ai compris mon histoire personnelle en vous lisant ». Et cela s'est reproduit à chaque fois que le livre a été traduit, donc dans beaucoup de pays, et à chaque fois je recevais mon éditeur me transmettait des messages ou des lettres qui disaient ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire, et j'espère l'avoir réussi, et je crois, en tout cas, j'en juge par les réactions, avoir au moins en partie réussi. J'ai essayé de faire passer des émotions, des affects, encore une fois, et si vous faites passer une émotion, ou quelqu'un se reconnaît dans une description, l'analyse prend une force qu'elle n'a pas si c'est simplement des énoncés un peu desséchés, un peu comme ça. Il y a les classes sociales, oui, il y a les classes sociales. Mais si vous faites comprendre, et plus que comprendre, vous faites sentir à ceux et celles qui vous lisent que les classes sociales, c'est votre corps, votre parcours, votre vie quotidienne, qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une classe sociale ou ne plus y appartenir et appartenir à une autre, etc. L'émotion que quelqu'un peut ressentir en lisant un livre fait passer, donne une force à l'analyse la plus théorique. Et c'est pour ça que j'essaie, on a beaucoup dit, beaucoup d'articles sur Retour à Reims, par exemple, en Allemagne, qui ont dit que j'avais transformé l'écriture sociologique. Alors c'est un compliment qui me va droit au cœur, parce que c'est ça que je voulais faire, transformer l'écriture sociologique, l'écriture théorique, pour lui donner pas pour faire de la théorie simplement une émotion, un contenu émotionnel, mais pour faire passer le plus théorique dans la restitution du plus personnel, de l'expérience personnelle. Je décris des expériences, et la théorie de cette expérience peut être transmise par l'émotion, l'affect que le lecteur peut ressentir en lisant. Avec toujours cette idée de montrer les régularités sociales derrière l'incarnation un peu paradigmatique. Comme ça, on va parler effectivement de Retour à Reims, de votre mère aussi, de ce personnage typique un peu tel que vous l'avez construit. C'est très intéressant, mais notre échange là m'a inspiré beaucoup de choses sur l'écriture sociologique. Est-ce que c'est une manière de dire, parce qu'on parle beaucoup de l'écriture de soi, dont vous seriez un de représentants, avec Annie Ernaux, pour ce qui concerne un peu, pour le coup, dans un autre genre. Est-ce que il ne faut absolument pas confondre l'écriture de soi comme une écriture biographique, c'est autobiographique en tout cas, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est plutôt une écriture qui révèle les cadres sociaux derrière la subjectivité, derrière le jeu, derrière tout ça. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre aussi dans votre... C'est-à-dire que je dois préciser que je n'ai absolument rien contre l'écriture autobiographique. Oui, j'adore lire des autobiographies. Oui, mais c'est important de mais c'est pas ça que je fais. D'où le terme de sociobiographie. Voilà, parce que je ne suis pas un écrivain. Mais il y a des écrivains qui on en parlera peut-être après, Édouard Louis, est un écrivain, un grand écrivain, qui, quand il écrit de la littérature, dans le registre de la littérature, fait passer aussi des analyses sociologiques, des réflexions théoriques. Donc, il y a différentes manières d'approcher la restitution des expériences. Et moi, ma formation est la philosophie, puis la sociologie, et c'est ça mon travail. Je définis mes livres comme sociologiques, théoriques, philosophiques, mais j'essaie d'avoir une écriture littéraire. Et c'est pour ça que ce ne sont pas vraiment des récits de soi, parce que, bien sûr, Retour à Reims peut être considéré comme un récit de soi, hein, en l'occurrence récit de moi, mais ce n'est pas moi qui serait moi entre guillemets qui serait je ou je qui serait moi. C'est un jeu entièrement social. Donc c'est un jeu. Ce jeu est un type social, le transfuge de classe. Alors mon expérience est tout à fait singulière, bien sûr, comme
l'expérience vécue de ma mère, que je décris dans le Vie, veillez, c'est mort d'une femme du peuple, est tout à fait singulière, mais aussi bien elle que moi, telle que nous retrouvons, elle et moi, sous mon regard analytique, sociologique, nous sommes des incarnations, nous sommes des personnages sociaux, nous sommes des types sociaux. Je cite ces essais magnifiques de George Lukács, le philosophe hongrois et grand critique littéraire. Il a écrit des essais sur Balzac et le réalisme français. Et dans cet essai, il dit chez Balzac, les personnages de Balzac sont des types sociaux. Et au fond, c'est ça que je veux faire dans mes livres. Les personnages qui habitent mes livres, qui sont présents dans mes livres, ma mère, mes frères, mes grands-mères, moi, ce sont des types sociaux qui incarnent une classe. Ce qui ne veut pas dire, et d'ailleurs Lukács y insiste bien, ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas de singularité individuelle. Évidemment, l'histoire de ma mère, par exemple, n'est pas la même que l'histoire de sa propre sœur. Pourtant, viennent de même parcours. Il y a des singularités. Mais ces singularités se comprennent si vous les réintégrez dans une analyse d'ensemble. Chaque personnage dans mes livres, et moi, comme les autres, nous sommes des incarnations d'un ensemble de structures sociales qui sont les structures de classe, les structures de race, les structures de genre, les structures de sexualité. Parce qu'évidemment, ce qui fait peut-être une des distinctions avec mes frères, avec qui j'ai grandi, notamment mon frère aîné, avec qui j'ai passé toute mon enfance, il était hétérosexuel et moi, je me découvrais gay quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans. La différence est considérable. Donc, et l'homophobie du milieu dans lequel je vivais, notamment l'homophobie de mon frère, fait que ici, la structure d'infériorisation de l'homosexualité, l'insulte, le monde d'injures dont je parle, c'est une structure sociale que j'ai décrite dans Réflexion sur la question gay. Mais donc, je suis en moi, il y a cette structure-là d'infériorisation, donc la structure hiérarchique des sexualités. De la même manière qu'il y a la structure hiérarchique des classes, la structure hiérarchique des genres et la structure hiérarchique de la race. Je suis un homme blanc, peut-être pas si blanc que ça, puisque ma mère disait son père qu'elle n'a pas connu était un gitan d'Andalousie, ce qui, je crois, est vrai. Quand je vois des photos d'elle à 20 ans, elle a totalement l'air d'une gitane andalouse. Et quand je vois des photos de moi à 16 ans ou 20 ans, je me dis, oui, je suis un gitan d'Andalousie, c'est certain. Alors cette question des affects, elle est aussi très très importante. Vous parliez de la honte sexuelle, cet affect, construction sociale que vous analysez dans Réflexion sur la question gay. Et pour revenir à Retour à Reims, qui a été vraiment un ouvrage majeur dans votre bibliographie, vous vous posez cette question à la mort de votre père, qui est de dire mais pourquoi n'ai-je jamais écrit sur la honte sociale, cette honte que vous avez intensément vécue en quittant votre milieu très jeune, votre milieu familial, et c'est toute question de l'affect, comme vous l'avez bien dit, qui est une construction sociale et pas quelque chose d'intériorisé, de psychologique, enfin d'intériorisé si, mais en tout cas qui reste une construction sociale. Et cette idée-là, elle est très, enfin ce niveau-là d'analyse est très important. La manière dont la honte, l'insulte est constitutif, vous dites, des vies minoritaires, comme la vôtre, comme un certain nombre de vies justement dont vous essayez de faire un peu l'état. C'est très important. C'est-à-dire que dans Réflexion sur la question gay, puis dans le livre qui a suivi immédiatement, qui s'appelle Une morale du minoritaire, variation sur un thème de Jean Genet, j'analyse beaucoup la
la structure sociale de la sexualité et notamment l'infériorisation de l'homosexualité à travers l'insulte qui est une sorte de pointe avancée, de flèche avancée de cette structure d'infériorisation. Ce qui caractérise les vies gays et lesbiennes, les vies minoritaires plus généralement, c'est d'être l'objet de l'insulte. Aussi loin que je me souvienne, je connaissais l'insulte homophobe. Mon père la prononçait quand il regardait la télévision, qu'il voyait apparaître un acteur gay comme Jean Marais. C'était un déluge d'insultes et dans la cour de l'école, dans la cour du lycée, dans la rue, l'insulte homophobe est omniprésente. Et je connaissais l'insulte et sa force d'agression, la violence verbale de cette insulte, avant de découvrir que cette insulte, c'est moi qu'elle visait. Je ne le savais pas, et je découvre que cette insulte, c'est moi qu'elle visait. J'en étais le destinataire avant de le savoir. Et quand on vient habiter une identité dont on sait que cette identité est insultée, insultable, agressable physiquement dans la rue, évidemment, ça produit un effet de peur, d'effroi. On se dit, c'est ça que je vais être dans ma vie, quelqu'un qu'on insulte à chaque coin de rue, qu'on insulte, que tous les dispositifs culturels, politiques, sociaux insultent en permanence. Ça produit un effet d'effroi, et donc on se cache, la dissimulation, la double vie, le secret auquel on est astreint, et donc la honte d'être, que tout l'ordre social grave dans votre tête, dans votre corps. Vous avez honte d'être ce que vous êtes, puisqu'on vous dit que ce que vous êtes, c'est être anormal, malade, qu'il faudrait soigner. Et la psychanalyse a beaucoup contribué à cette violence discursive contre l'homosexualité. Il suffit de relire les textes de Lacan, que je cite dans Une morale du minoritaire, qui sont d'une violence homophobe ahurissante. Et je suis toujours très étonné qu'on puisse dire que non, c'est des phrases sorties de leur contexte. Il suffit de lire ces séminaires pour voir à quel point cette psychanalyse lacanienne, pas seulement lacanienne, était homophobe. Mais une fois que cette honte est aussi une force, vous donne une énergie transformatrice. Vous avez honte, vous surmontez la honte. Vous devez surmonter la honte. Sinon, vous asphyxiez, vous vivez dans la terreur. Et moi, j'ai eu envie de quitter Reims, de m'installer à Paris pour pouvoir vivre plus librement mon homosexualité. Et m'installant à Paris, je suis entré dans d'autres milieux sociaux. Ce qui fait que la honte cette honte sexuelle était un élément déterminant dans mon existence et dans la transformation sociale. Je ne dis pas que ça a été facile. Surmonter la honte ce n'est pas un processus qui se fait rapidement. À l'époque, il n'y avait pas la Pride, les centaines de milliers de personnes qui défilent. Il fallait se débrouiller tout seul, avec les cercles d'amis qu'on rencontre. Et puis, à ce moment-là, quand je suis entré dans un autre monde, dans d'autres mondes sociaux, j'ai eu un peu beaucoup honte de mon milieu social d'origine, parce que j'arrivais à Paris, où j'avais mon accent rémois, mais mon vocabulaire spécifique de la région de Champagne, des mots que les gens que je connaissais à Paris ne comprenaient pas, ma manière de prononcer des mots, et on se moquait de moi. Et un manque de culture, évidemment, ici s'installe une autre honte qui a été mettre à distance mon milieu social d'origine, le renier, pas
totalement rompre avec ce milieu. Je voyais mes parents quand ils venaient voir ma grand-mère qui habitait à Paris, je déjeunais avec eux, mais je préférais qu'ils restent à distance, et je n'étais jamais allé, par exemple, les voir dans la petite maison de logements sociaux qu'ils habitaient dans ce village de Muison, sur le description de la maison sur laquelle s'ouvre Retour à Reims, ce petit village où s'était installé depuis 20 ans. Quand je suis retourné voir ma mère, je n'étais jamais allé les voir dans cette maison, dans ce village. Donc, mise à distance, et même un peu silence, comme si c'était le secret et le silence sur la sexualité. Ensuite, c'était le silence et le secret sur mes origines sociales. Jusqu'au moment où, à la mort de mon père, je me suis dit, bien sûr, une des raisons pour lesquelles j'ai installé une grande séparation entre ma vie et la leur était liée à l'homophobie de mon père, de mon milieu social. Mais il y a une autre raison qui est la honte sociale. Et de la même manière que j'ai analysé la honte sexuelle, je dois désormais analyser la honte sociale et en déplier les différents éléments, le fonctionnement au quotidien, ce que ça produit dans les existences personnelles et dans les rapports sociaux avec les autres. Donc la honte, c'est pas un sentiment simple, c'est un sentiment complexe, stratifié. Et comme je l'ai écrit, la honte n'est pas un sentiment psychologique qu'on pourrait éprouver ou ne pas éprouver. La honte, ce sont les effets de la structure sociale d'infériorisation et des hiérarchisations sociales. Et donc la honte, c'est l'effet d'une structure sociale. Et en l'occurrence, ça a deux structures sociales, celle de la sexualité et celle de la classe. Donc j'ai essayé de déployer cette analyse dans Retour à Reims à travers justement le récit de soi et la description de ma famille, de mes parents. Et ce qui vous frappe aussi, vous le racontez dans Retour à Reims, quand votre mère vous montre des photos, c'est la manière dont la classe sociale, se voyait dans ces corps que vous redécouvriez d'une certaine manière sur les photos. Et c'est très intéressant cette autre explication que vous donnez, où vous dites cette honte sociale qui était pourtant inscrite dans les corps. Une des explications qui vous a fait d'abord aussi ressentir la honte sexuelle, qui vous a semblé première par rapport à la honte sociale qui aurait été secondaire, c'est cette idée que plus largement, elle n'était plus relayée par les discours politiques. En fait, c'est là où j'aimerais qu'on arrive aussi sur tout ce décryptage que vous faites sur la question des classes populaires et de leur absence dans les cadres de perception, qui étaient ce que vous décrivez en tout cas aussi dans les années, là on est... dans les années 90, 2000, 2010. Quand ma mère me montrait ces photos de moi enfant ou avec mes parents, mes grands-parents, je voyais des corps, non seulement un décor urbain ouvrier, les habitations, mais aussi des corps de classe, comment les gens sont habillés, comment ils se tiennent, ce sont des corps de classe. Et c'était aussi des gens qui avaient des intérêts de classe, une perception d'eux-mêmes comme appartenant à une classe sociale. Dans ma famille, qui était une famille qui votait pour le Parti communiste, mais le Parti communiste n'était pas seulement un parti pour lequel ma famille votait à intervalles réguliers en fonction du calendrier électoral, c'était une perception de soi, une image de soi. Mon père disait « nous les ouvriers »,« nous la classe ouvrière », c'était toute une culture, et pour quelqu'un comme mon père, le frère de ma mère, plus les hommes que les femmes, d'ailleurs, les femmes votaient pour le Parti communiste, mais les hommes étaient plus engagés. La classe sociale existait à travers le discours du Parti communiste, existait dans leur chair, dans leur corps, par les métiers qu'ils exerçaient, bien sûr, et les conditions de vie qui étaient les leurs, mais
la perception d'eux-mêmes, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes était donnée par un discours qui était le discours sur la classe ouvrière que tenait le Parti communiste, les dirigeants du Parti communiste, les syndicats, notamment la CGT, bien sûr, qui était à l'époque vraiment la courroie de transmission du Parti communiste. Donc la classe sociale, c'était une appartenance collective qu'on revendiquait. Nous, les ouvriers, nous, la classe ouvrière. Dans ma famille, le monde politique se divisait en deux. Il y a ceux qui sont pour l'ouvrier et ceux qui sont contre l'ouvrier. C'était simple. Et pour l'ouvrier, c'était évidemment le Parti communiste. Les choses ont changé, évidemment. C'est ce que vous racontez oui, très bien. d'abord parce que les grandes usines... Désindustrialisation. Voilà, la région de Reims a été particulièrement affectée. Les grandes usines ont périclité, fermé, n'ont pas été remplacées ou ont été remplacées par, pour les gens qui y travaillaient, pas les gens qui y travaillaient, mais leurs enfants et petits-enfants, par des emplois temporaires, précaires, ou chômage, minima sociaux, et tout cet ensemble de réalités sociales sur lesquelles on doit s'arrêter si on veut comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Parce que ce qui se passe en ce moment est le produit de ce qui s'est passé il y a 40 ans, 30 ans, la destruction de la vie ouvrière, de la classe ouvrière. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de classe ouvrière aujourd'hui. Dans les entrepôts de la logistique, dans les métiers de la logistique, les gens qui y travaillent n'y restent pas longtemps. Ils viennent travailler, gagner un peu d'argent, puis c'est trop dur, c'est trop les tâches répétitives. Oui, un turnover. Un turnover terrible. Oui. Et dès qu'ils essaient de s'organiser pour lutter contre les conditions de travail, le syndicat est réprimé, les gens sont mis à la porte et tout ça. Donc il y a ici une violence économique, sociale, physique, comment dire, dans ces métiers de la logistique, ce qui existait aussi quand mes parents travaillaient en usine, mais comment dire, c'était des grandes usines avec des grands syndicats, et tout ça a disparu. Et en même temps que tout cela disparaissait, puis il y a eu l'effondrement du Parti communiste pour des raisons historiques. Il faudrait beaucoup de temps pour les analyser, mais l'effondrement de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin ont fait disparaître peu à peu le Parti communiste. Il n'en reste plus rien. Et la gauche institutionnelle qui s'est convertie au néolibéralisme. La gauche institutionnelle, voilà. Le Mitterrand, dont le projet était de faire venir à lui l'électorat communiste, il a en grande partie réussi, mais a trahi, a été élu, et le Parti socialiste a trahi immédiatement ceux qui l'avaient porté au pouvoir, ce qui n'était pas une chose nouvelle, parce que je me souviens que quand j'étais enfant, dans ma famille, on parlait toujours des traîtres socialistes, qui n'étaient pas le Parti socialiste à l'époque, c'était la SFIO, mais c'était toujours les traîtres socialistes, donc c'est rien de nouveau sous le soleil de la gauche. Mais cette trahison générale, la conversion des partis sociodémocrates à l'agenda néolibéral a poussé, conjugué avec les phénomènes de désindustrialisation et donc de désyndicalisation, a poussé une bonne partie des électeurs du Parti communiste à s'abstenir massivement dans un premier temps, et ou ensuite à voter pour l'extrême droite. Quand Retour à Reims est sorti, beaucoup de gens m'ont dit c'est pas vrai, la mère de Didier Ribon n'est pas représentative. Bon, peut-être, mais elle n'était pas représentative, mais disons que j'avais saisi un phénomène au moment où il commençait à se produire. Et aujourd'hui, quand on voit que dans les régions qui étaient autrefois des bastions du Parti communiste, ces régions sont devenues des bastions de l'extrême droite, on peut penser que ma mère était représentative, en tout cas avant l'heure, avant la lettre, de phénomènes ultérieurs. Mais surtout, on voit bien comment
cette trahison de la mission historique de la gauche par les partis sociaux-démocrates en France, en Allemagne. En Allemagne aussi, où votre livre a explosé les ventes en 2016 quand il a été traduit. En Grande-Bretagne, oui. Au moment où l'extrême droite... Ça sont presque à 200 000 exemplaires. C'est ça, où l'extrême droite, l'AfD... C'est-à-dire autant qu'en France. Parce que Retoirens donnait une explication à ce qui était en train de se passer, remettait la question des classes au cœur de la discussion intellectuelle et politique, alors qu'elle avait été totalement évacuée, comme en France d'ailleurs. Et donc cette question de comment le Parti socialiste il y a eu tout un tas de think tanks réunissant des patrons de la banque et de la finance, des grands patrons des médias, des journalistes, des intellectuels, des journalistes, des médias, etc., des universitaires qui se sont réunis dans des think tanks, soi-disant pour moderniser la pensée de gauche, ce qui voulait dire défaire tout ce qui faisait que la gauche était la gauche. La notion de classe était évacuée, la notion de déterminisme social était évacuée, l'ennemi c'était la sociologie, c'était Pierre Bourdieu, et on voulait remplacer ça par Habermas plus tard, mais... Habermas beaucoup plus tard, mais là c'était surtout par Raymond Aron. Par Raymond Aron, oui. Et l'idée de déguiser ça passer de la sociologie à la philosophie politique, il n'y a pas de déterminisme social, mais l'autonomie du sujet. C'était une belle affirmation philosophique, derrière laquelle, d'ailleurs ils le disaient dans leur propre livre, je ne vais pas donner de nom pour pas faire de la publicité à ces gens, mais dans leur propre livre, ils disaient ça, l'autonomie du sujet implique que les citoyens ont une responsabilité individuelle dans ce qui leur arrive. Donc si vous effacez la notion de classe, la notion de déterminisme social, pour la remplacer par l'idée d'autonomie du sujet, qui signifie explicitement, c'est pas moi qui fais le passage, explicitement responsabilité individuelle, et que pour avoir des droits, il faut reconnaître qu'on a des devoirs, etc. Cette violence discursive d'une social-démocratie, c'est des gens d'une grande violence, vous le rappelez. Ils disent qu'ils étaient de gauche, en fait, ils étaient plutôt de droite. D'ailleurs, ils n'avançaient pas masqués, puisque ils se réclamaient de Raymond, ouvertement, clairement, de Raymond Aron, ce qui n'était quand même pas une grande référence pour la gauche. Et donc, toute une campagne intellectuelle contre le structuralisme. On dit le structuralisme, c'est la mort du sujet. C'est la mort du sujet, c'est-à-dire l'idéologie d'une époque où les intellectuels étaient fâchés avec la démocratie, et que le déclin du structuralisme est venu avec la parution de l'archipel du Goulag et la réconciliation des intellectuels avec la démocratie. Alors ça, c'était des absurdités intellectuelles. Comment vous pouvez analyser une tradition intellectuelle théorique qui va de Cassirer, Benveniste, Jacobson, Trubetskoy, Lévi-Strauss, Jean-Pierre Vernant, etc. Résumer tout ça, les intellectuels qui refusaient la démocratie. Jean-Pierre Vernant, qui était un grand résistant, qui refusait la démocratie, et Lévi-Strauss, qui était exilé parce que juif aux États-Unis. C'était des gens qui étaient contre la démocratie. Tout ça n'avait strictement aucun sens. Mais ça prospérait dans tous les journaux mainstream qui se définissaient comme de gauche, mais dont les patrons étaient tous membres de ces think tanks qui démolissaient, dans le travail était de démolir la pensée de gauche. Et à partir du moment où le cadre théorique de la gauche, et donc le cadre politique, puisque les cadres théoriques servent de discours, servent aussi de cadre à la politique, le Parti socialiste était lié à ces think tanks que j'appelle néoconservateurs et qui voulaient démolir la pensée de gauche. Le Parti socialiste s'est retrouvé à nier l'existence des classes, à parler de responsabilité individuelle, à tout ce qui avait
tout ce qui évoquait le public, le service public était honni, et ce qui était privilégié, c'était la responsabilité, l'individu, et donc pas besoin de service public, il faut être responsable. Et tout ça, cette idéologie néolibérale qui a été adoptée par la gauche, explique que les gens qui votaient autrefois pour le Parti communiste, pour la gauche, se sont sentis oubliés, négligés, méprisés. Et quand vous dissolvez la notion de classe, vous n'aboutissez pas à ce que les individus qui se reconnaissaient dans la notion de classe ne se reconnaissent plus dans une classe sociale particulière. Vous aboutissez à ce que la notion de classe se reconstitue d'une autre manière. Et c'est pour ça que le vote pour le Front National est en grande partie un vote de classe, d'une classe qui s'est reconstituée là où la notion de classe marxiste avait été s'était effacée et avait été effacée. Je ne dis pas qu'on ne devait pas repenser la notion de classe, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes livres, mais la notion de classe, c'est on doit la repenser, la reformuler, la renouveler, bien sûr, à chaque la classe ouvrière aujourd'hui, les classes évidemment, sociales vous dites aujourd'hui. Elle ne disparaît jamais. En revanche, il faut la renouveler, la repenser. Il faut repenser, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une classe aujourd'hui ? C'est pas la même chose que dans les années 50 ou 60. Quand j'ai vu mes parents ouvriers, c'est pas la même chose. Mais il y a une classe sociale. Et si vous dites que vous n'êtes pas une classe, vous n'êtes que des individus responsables de vos destins, et si ça va pas fort dans vos vies, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Fallait travailler à l'école. En gros, c'est ça. Ou faire des efforts. Il est évident que cette classe sociale se reconstitue d'une autre manière. Et qu'au lieu de dire nous, les ouvriers, opposés à eux, les patrons, la bourgeoisie, les oppresseurs, vous avez, nous les ouvriers, opposés à les immigrés et les élites, le système qui fait venir les immigrés dans notre pays. Donc il y a toujours une classe sociale. Simplement le contenu de cette classe, de cette définition de classe et de cette perception de soi comme appartenant à une classe n'est plus du tout le même. Et on comprend comment le vote pour le Rassemblement national s'est installé, qui, aujourd'hui, je crois, j'ai vu une étude, 51% des ouvriers votent pour le Alors, vote. il s'est installé et il s'est normalisé. Et c'est cette évolution-là, je voudrais qu'on prolonge un peu cette discussion parce que c'est... Pardon, ma réponse était un peu longue. C'est vraiment passionnant. Non, vous racontez très bien ça dans vos livres, justement, ce glissement. Vous parlez beaucoup du glissement, expliqué essentiellement par tous les indicateurs que vous avez soulevés, mais par cet abandon essentiellement par le Parti socialiste, en tout cas, qui était l'incarnation de la gauche, qui a tourné le dos à ces classes populaires en les gommant, en les effaçant des cadres de perception explicatifs du monde, de tout ça. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, donc, du glissement, on arrive à une normalisation de l'extrême droite, à une diabolisation de la gauche de rupture, dont on parle aujourd'hui. J'aimerais beaucoup qu'on s'arrête à cet état de fait aujourd'hui, parce que, encore une fois, vous confrontez toujours, vous ne détournez pas le regard, notamment dans Vie et vieillesse et mort d'une femme du peuple. Le mot peuple est important. Votre mère, vous dites, ma mère, la raciste. Donc l'affect raciste, vous le niez pas. Vous dites juste qu'il était secondaire. Aujourd'hui, il arrive, il s'inverse, il est premier. Donc, toute cette séquence-là, je reviendrai sur cette phrase. En 2017, les Allemands vous considèrent que vous êtes un oracle parce que vous aviez eu aussi cette phrase disant que Emmanuel Macron élu, ce serait 40% pour le... Voilà, vous prédisiez 40% pour le Rassemblement national, il me semble. J'avais dit... Pour les 6 ans. C'était avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017. J'avais fait un texte pour apporter mon soutien à Jean-Luc Mélenchon, avant le premier tour, en disant, on nous dit que pour faire barrage à Marine Le Pen, il faut voter pour Emmanuel Macron. Or, voter pour Emmanuel Macron, ce n'est pas faire barrage à Marine Le Pen, c'est voter pour Marine Le Pen dans 5 ans. Bon, en fait, c'était 6 ans ou 7 ans. Mais et de fait, aujourd'hui, on peut juste constater que l'enracinement de l'extrême droite dans tous n'a jamais été aussi grand, que ce soit au niveau électoral, qu'au niveau médiatique. Et donc, un journal allemand a dit, Didier Ribon, le prophète
prophète du désastre. Et en fait, c'est pas parce que j'ai été prophète, j'ai pas de don oraculaire, c'est simplement parce que j'avais constaté ça dans ma famille au moment où ce phénomène commençait à apparaître et se développer. Alors, évidemment, quand il a fallu 30 ans pour que ça se développe, et on ne va pas le changer en 6 mois. Et on voit bien d'ailleurs que ce sont des phénomènes à long terme, parce que beaucoup d'études ont montré qu'une des raisons, un des facteurs principaux du vote pour l'extrême droite, c'est l'absence des services publics dans des régions entières, les petites villes, les villages ruraux ou industriels, les villages industriels. Si l'école primaire a fermé, le bureau de poste a fermé, la gare a fermé, le dispensaire médical a fermé, et qu'il vous faut faire 100 km pour aller prendre le train, 100 km pour voir un médecin, etc. L'EHPAD, voilà. Il est évident que, là encore, les gens qui vivent dans ces situations privées des services publics, totalement démantelées par les politiques néolibérales dont nous venons de parler, les gens qui vivent ces situations se sentent oubliés, négligés, méprisés, insultés, et leur seule manière de manifester leur colère, c'est de voter pour l'extrême droite. Mais ce vote s'installe où vous ne rencontrez plus que des gens qui votent comme vous pour l'extrême droite, ou voter pour l'extrême droite, c'est le, comment dire, quand j'étais enfant, adolescent, les conversations dans ma famille, c'était le parti, ou tel Jacques Duclos, enfin le dirigeant communiste. Les références des conversations, c'était le Parti communiste et ses dirigeants. Aujourd'hui, dans bien des régions, notamment les régions rurales ou des régions désindustrialisées, la référence partagée des conversations, c'est la référence au Rassemblement national et à ses dirigeants. Alors ça, on peut très bien l'analyser, le comprendre. D'ailleurs, il y a des travaux qui le décrivent très bien. Je pense que ce vote qui s'est installé, qui a mis 30 ans à s'installer, il faut comprendre qu'on ne va pas le changer en quelques mois. Et par exemple, la question du racisme, comme vous l'avez rappelé, ma mère, aussi loin que je me souvienne, ma mère tenait des propos racistes en permanence. Mais elle votait à gauche, elle faisait grève avec des ouvriers de son usine, français immigrés, c'était les grévistes, les ouvriers et ouvrières de l'usine, et il n'y avait pas de différence. Puis, quand l'usine a fermé, qu'elle s'est retrouvée en pré-retraite, isolée, puis toute seule chez elle, évidemment, il y avait la possibilité de faire grève et de protester, et son racisme obsessionnel est devenu le principal déterminant de ses choix électoraux et de son vote pour l'extrême droite. Et donc le racisme, qui est un affect partagé, il ne faut pas le nier, dans les classes populaires, il ne faut pas dire qu'il n'y a que les classes populaires qui sont racistes. C'est un affect largement partagé, mais qui existe dans les classes, un affect spontané dans les classes populaires. Il ne faut pas présenter la classe ouvrière comme, d'une manière stalinienne, les héros de la classe ouvrière. Malheureusement, la réalité est plus complexe. Voilà. Et il ne faut pas nier le racisme, mais il faut comprendre pourquoi il est devenu le déterminant principal du vote d'électeurs qui votaient pour la gauche, notamment le Parti communiste, ou dont les parents ou grands-parents votaient pour la gauche et le Parti communiste. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, au lieu de le nier. Mais non, il n'y a pas de racisme dans les classes populaires. Ben, si, il y en a. Et c'est pas les mêmes que ceux qui votaient pour le Parti communiste. Ben, non, ce ne sont pas les mêmes biologiquement, puisque ceux qui votaient... ma famille, les gens sont morts. Mais, enfin, les gens dont je parle, ma mère, mon père, mais ce sont les mêmes géographiquement,
socialement, culturellement et j'allais dire structurellement. Ce sont les gens qui occupent les mêmes positions, les mêmes lieux géographiques, les mêmes positions dans la vie économique, sociale et culturelle. L'un des facteurs aussi, c'est l'absence de fréquentation du système scolaire. Si vous regardez une carte du niveau d'instruction, d'éducation, mesuré au diplôme, vous voyez que les régions où les gens sortent du système scolaire très tôt, très vite, sans diplôme, et la carte du vote pour le Rassemblement national, les deux cartes sont superposables. L'absence de fréquentation longue du système scolaire, c'est-à-dire l'élimination systématique des enfants des classes populaires du système scolaire, les conduit par la suite à voter pour l'extrême droite, puisque ça veut dire les métiers qu'on peut obtenir, les salaires qu'on peut obtenir, les conditions de vie, notamment le logement, et surtout, c'est pas seulement une dépossession économique, c'est aussi une dépossession culturelle, l'accès à la parole politique. Et il est très difficile que, quand vous êtes quelqu'un qui a un emploi précaire ou une vie précaire, il est très difficile d'avoir une parole politique qui peut s'exprimer dans l'espace public. Et vous en parlez aussi dans Vie. Oui. Cette question de porte-parole, de porte-parole notamment, de ces voix un peu absentes, où là, en l'occurrence, il s'agit de la grande vieillesse. Je voulais juste encore un petit point sur cet échange, sur la question, donc, ce glissement amené aussi par une forme de volonté de moderniser en apparence et donc de dépolitiser, de déconflictualiser, de déstructurer au sens du structuralisme qui a été combattu. Est-ce que, de votre point de vue, ça justifie, en tout cas, vous appelez un peu plus de conflit dans la vie politique, de lutte, de termes qui sont un peu bannis, comme on peut le voir aussi bien dans le champ médiatique, et on va aussi parler du rôle des intellectuels et des médias rapidement, mais est-ce que vous pensez qu'il faut quand même renouer avec une forme de conflictualité, ou en tout cas l'assumer, politique ? Oui, parce qu'en fait, il y a une conflictualité sociale, il y a une conflictualité politique, il y a des luttes, il y a des grèves, il y a des manifestations dans différents registres et sur différents sujets. On ne peut pas nier la conflictualité sociale, et donc c'est une conflictualité politique. Et je trouve très bien qu'il y ait dans les partis politiques ou les mouvements politiques des représentants de ces luttes qui s'en font l'écho, qui les soutiennent, qui portent leurs revendications ou simplement leur discours dans les espaces politiques comme l'Assemblée nationale. Donc moi je suis pour puisqu'il y a une conflictualité sociale, on peut pas penser comme ça un idéal d'absence de conflictualité dans l'espace politique. Mon amie Chantal Mouffe, une très grande amie à moi, avec laquelle j'ai, comme chacun sait, aussi beaucoup de divergences, mon amie Chantal Mouffe a toujours insisté sur l'importance du conflit. Il n'y a pas de société sans conflit. Et donc, le conflit doit être aussi dans le discours politique, dans l'action politique et dans la réflexion intellectuelle et théorique. Althusser parlait de lutte de classe dans la théorie. Je n'irai pas jusqu'à reprendre cette formule-là, mais dans mon travail, par exemple, comme dans le travail de Bourdieu, c'était des livres conflictuels. La distinction est un livre conflictuel. La reproduction, la distinction sont des livres conflictuels, puisque ce sont des livres qui essaient de montrer la violence du monde social, de l'analyser, d'en voir les déterminants, les conséquences, etc. Donc ce sont des livres qui sont des interventions théoriques en même temps que des interventions culturelles et politiques. Qui assument une radicalité. Qui assument une radicalité dans l'analyse. Et pour moi, l'analyse est radicale
où elle n'est pas. Et évidemment, on nous a on a essayé de nous vendre Habermas comme le penseur, la troisième voie, exactement, qui avec son idée de conversation, la société comme conversation, comme communication, l'idéal rationnel de la discussion. Il voit le monde social comme une discussion dans un laboratoire de recherche où on échange des arguments, mais comment dire, les manifestations antiracistes, les manifestations de syndicalistes, les gilets jaunes, les manifestants réprimés quand ils manifestaient contre la réforme des retraites, c'est pas une espèce de communication rationnelle pour aboutir à un consensus. C'est un pouvoir, ce sont des formes de pouvoir qui s'exercent sur des groupes, des collectifs, des ensembles d'individus, et la résistance de ces ensembles d'individus aux manifestations de ces différents registres de pouvoir et de domination. Donc il n'y a pas de société sans conflit, et vouloir nous faire considérer qu'il faut une société où il n'y a pas de conflit, c'est vouloir désamorcer, désarmer les forces de la résistance et les intellectuels qui soutiennent ces forces de la résistance à la violence, aux différentes formes de violence du pouvoir. Et votre analyse est vraiment particulièrement pertinente, et d'autant plus que là, vous citiez par exemple Pierre Bourdieu, que vous avez côtoyé. Vous avez côtoyé de nombreuses figures de la pensée critique, de la deuxième moitié du XXe et du début du XXIe, en tout cas. Mais c'est très intéressant parce que dans Sociobiographie, il faudrait que j'écrive mes mémoires. Vous parlez, enfin, c'est Geoffroy Huard qui parle de vie antérieure. Je trouve que c'est assez joli, c'est assez joliment dit. Cette vie antérieure, vous avez côtoyé ces sommités, vous avez écrit sur elle. Et le journalisme, vous avez aussi, alors peut-être que les gens ne le savent pas beaucoup, mais en tout cas, vous avez commencé dans le journalisme et vous vous en êtes éloigné, et vous dites qu'en tout cas, la seule chose positive qu'on pourrait retenir de ce parcours-là, c'est qu'il vous a amené, vers la vie intellectuelle. On va arriver à cela, peut-être en parlant encore un petit peu de votre parcours, mais cette expérience conjuguée, elle est très riche pour nous, parce que les pages que vous consacrez au journalisme, et là encore, vous observez de l'intérieur la manière dont la normalisation qui guette le champ journalistique est très périlleuse, et elle l'amène à ce qu'on constate aussi encore aujourd'hui. On a quand même une majorité. On voit la transformation du champ médiatique et des conséquences désastreuses que ça a, notamment sur la valeur de l'information et de toutes ces choses qu'on documente beaucoup à Blast. Entre ça et la pensée critique que vous voyez mourir de l'intérieur, parce que globalement, d'année en année, on vous demande peut-être d'écrire un peu moins sur Bourdieu, sur Foucault, dont vous venez de dire que c'était une forme de radicalité qui commençait à comment dirais-je, à s'éloigner de l'atmosphère de la conversationnelle. Donc peut-être un mot sur ça, sur ce que vous avez vu aussi de l'intérieur là. Ce que Geoffroy Huard appelle, il dit dans une vie antérieure, vous avez, on le sait moins, vous avez travaillé dans le journalisme. Et de fait, j'avais commencé une thèse en philosophie à la Sorbonne, à l'université de Paris 1, avec une professeure que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Hélène Védrine, sur les philosophies de l'histoire. Hegel, Sartre, Merleau-Ponty. Et j'ai été obligé d'abandonner cette thèse puisque je n'avais pas d'argent. Je travaillais comme veilleur de nuit dans un hôtel ou des petits métiers d'étudiants de ce genre. Ça pouvait pas durer très longtemps. On peut pas, faire une thèse dans ces conditions était très compliqué. Et puis par les hasards de l'existence, et notamment ceux qui sont produits par l'appartenance à la vie gay. J'avais rencontré un garçon, et ce garçon appartenait à la bourgeoisie, il avait un ami architecte, et qui est venu chez lui dîner un jour avec sa compagne qui était journaliste à Libération. On avait parlé, elle me dit « tu devrais faire des articles pour nous ». Et j'ai commencé à ce moment-là à collaborer à Libération, puis à y travailler plus régulièrement. À l'époque, d'ailleurs, Libération, c'était... je n'ai jamais aimé ce journal, ce métier, mais
il y avait au moins une chose, c'est que les gens venaient d'horizons très divers et avaient été militants. Enfin, c'était créatif. C'était créatif. Oui, il y avait des gens très 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 différents. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les journaux mainstream viennent tous des écoles de journalisme, Sciences Po, école de journalisme, des mêmes écoles, c'est-à-dire les mêmes formations, j'allais dire le même formatage, les mêmes références, la même manière d'écrire, de penser. Il y a une homogénéité du champ journalistique. Ce qui m'a frappé d'ailleurs, quand Libération a commencé à se développer, dans les années, fin des années 80, ça a introduit une rupture dans le champ médiatique, journalistique, ce qui a assuré son succès. Le succès a fait que ils ont voulu, les dirigeants de ce journal ont voulu rejoindre le champ médiatique que précisément ils avaient bousculé pour intégrer les médias mainstream, être invités au club de la presse, dans les grandes émissions. Gagner en respectabilité, en dignité journalistique, être reconnus. Et ce qui avait fait leur succès a fait aussi leur déroute et l'effondrement que l'on connaît. Mais à ce moment-là, les gens qui y travaillaient étaient extrêmement différents. Il y avait des tons différents, des écritures différentes, parfois un peu folles, ensuite, il a été question totalement d'éradiquer, d'effacer, de normaliser. Une normalisation qui a correspondu aussi à une normalisation idéologique qui était se débarrasser de la pensée critique, de l'héritage de mai 68, pour rejoindre justement cette pensée mainstream, centriste, social-démocrate, qui nous a donné Emmanuel Macron au bout du compte. Le journalisme est un métier que je n'ai pas beaucoup aimé, mais qui a été très important pour moi parce que je lisais des livres, je rencontrais des auteurs pour faire des entretiens. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Bourdieu, qui est devenu un ami très proche jusqu'à sa mort, donc pendant plus de 20 ans. C'est comme ça que j'ai rencontré Michel Foucault. C'est comme ça que j'ai rencontré Claude Lévi-Strauss, etc., etc. Jacques Derrida, Gilles Deleuze. J'ai rencontré Simone de Beauvoir, que j'avais interviewée. Mais j'ai pas été ami avec elle, mais je l'ai rencontrée. Pour moi, rencontrer Simone de Beauvoir était quelque chose d'absolument merveilleux. L'égard à ce que vous nous avez dit au début, la mémoire d'une jeune fille rangée. Oui, aller lui rendre visite chez elle, son petit studio près du boulevard Raspail. J'étais émerveillé ce jour-là, bon, c'est autre chose. Mais de fait, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ma carrière, ma vie personnelle comme ma vie professionnelle ont changé. Mais c'est devenu quasiment impossible de travailler dans les journaux français. Libération, puis le Nouvel Observateur, où j'ai travaillé assez longtemps, bien que j'ai toujours détesté ce journal et les hiérarques de ce journal. J'y avais quelques amis, il y avait comme dans toutes les institutions, et il y a des gens sont différents, il y a des gens très bien, à côté de gens qui sont vraiment tout sauf très bien. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. Quelqu'un comme moi ne pourrait pas entrer dans un journal parce que je n'avais pas fait une école de journalisme. Vous n'avez pas suivi la voie royale. Ce qui fait que il y a une homogénéité du journalisme qui fait que de droite à gauche, en passant par le milieu droit, milieu gauche, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, et on voit bien la haine développée qui s'était développée à l'égard de Pierre Bourdieu. Les campagnes médiatiques déchaîné contre Pierre Bourdieu dans les années 80 et 90, de l'extrême droite à ce qui pouvait passer encore pour de l'extrême gauche, mais qui ne l'était plus depuis longtemps, et de la gauche. Pierre Bourdieu était insulté dans Libération, dans des termes, des vocables qui n'auraient même pas été appliqués à Jean-Marie Le Pen à cette époque. C'était des insultes. Une guerre contre Bourdieu. Je ne parle même pas des autres journaux. Et il s'agissait d'éradiquer et là, une homogénéité contre la gauche radicale, contre les mouvements sociaux et les intellectuels qui soutenaient les mouvements sociaux et les révoltes sociales. Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Alors, je ne vais pas comparer Jean-Luc Mélenchon à Pierre Bourdieu, mais
il y a ce qu'on peut comparer, c'est l'homogénéité du champ médiatique dans son hostilité à la gauche radicale et dans sa violence, la violence de cette hostilité, la diabolisation qui va de l'extrême droite à la gauche, en passant par le milieu. C'est une homogénéité. C'est incroyable. Si vous critiquez un journaliste, c'est tout le champ journalistique qui se mobilise. Antidémocrate, qui veut censurer le journalisme, qui refuse la démocratie. Vous n'avez pas le droit de critiquer un journal ou des journalistes. Qui se présentent souvent comme neutres et objectifs. Neutres et objectifs, voilà, comme nous savons tous. Comme nous le savons tous, oui. Et il suffisait par exemple de voir pendant l'élection présidentielle de 2017, il suffisait de voir les couvertures qui étaient faites, les photos utilisées pour présenter Emmanuel Macron et celles utilisées pour présenter Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon était toujours sombre, l'air grincheux. Je ne dis pas qu'il ne peut pas l'être, mais il y a d'autres photos de lui où il est souriant. Mais c'était ces photos sombres, tristes, qui étaient toujours choisies. Et Macron, à qui il doit aussi arriver d'avoir l'air grincheux, en colère, etc. C'était jamais ces photos-là. C'était des photos où il était souriant, l'air aimable. Ne serait-ce que les images étaient des choix journalistiques et donc politiques. La guerre contre la gauche radicale des médias mainstream et l'homogénéité des médias mainstream dans cette guerre menée contre la gauche radicale est un des phénomènes particulièrement frappants aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ça a une longue histoire que je viens de rappeler. Ce que vous rappelez, c'est que c'est au-delà de Jean-Luc Mélenchon. C'est au-delà de Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche radicale, les mouvements sociaux, la conflictualité sociale, éborgner des manifestants, ça va. Taper sur son pupitre à l'Assemblée nationale, c'est brutalisation, bordélisation, c'est insupportable, etc. On voit bien comment cette petite bourgeoisie culturelle qui domine les médias mainstream sont tous les mêmes et détestent tout ce qui représente la gauche radicale. C'est important de rappeler, comme vous venez de le faire, cet arrière-fond, parce qu'au-delà de la personne de Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous pouvez être critique vous-même, et d'autres, bien sûr, c'est plutôt l'offensive contre une forme de critique, contre une forme de proposition aussi, de mobilisation sociale. Enfin, toutes ces questions-là se rejoignent en réalité et ont une continuité historique, comme vous venez de le faire. Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, je ne suis pas membre de la France Insoumise, je ne suis pas un inconditionnel de Jean-Luc Mélenchon. Je vote pour lui et je vote pour les candidats de la France Insoumise, mais je continuerai à le faire. Mais je ne suis pas. Je garde ma liberté de regard, de critique, d'appréciation. Il y a des choses que je partage, des choses que j'apprécie, d'autres que je ne partage pas, que j'apprécie moins, comme c'est normal dans la vie politique, même avec un parti que l'on soutient. Mais je vois bien qu'il y a une tentative de délégitimer des candidats et des personnalités politiques, et que cette violence, c'est une violence qui s'abat sur ceux et celles qui soutiennent les mouvements sociaux. Il y a une haine des mouvements sociaux. On l'a vu. Quand il y a eu les Gilets jaunes, au départ, moi, j'avais du mal à me reconnaître dans le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, Édouard Louis a publié un texte où il disait quand les journalistes insultent les Gilets jaunes sur leur manière de parler, leur manière d'être, de se comporter, etc. Je me sens insulté parce que c'est ma famille qui les insulte. Et je me suis dit, Édouard a vu quelque chose de très, très juste, et sa remarque est très forte. C'était du mépris de classe. Et ce mépris de classe contre les révoltes populaires, c'est quelque chose qui est très, très frappant. Et la violence répressive peut être acceptée du moment que c'est pour faire taire une protestation populaire. Ça m'a beaucoup frappé.
Et là, le texte d'Édouard m'avait un peu éveillé, si je puis dire, avait éveillé ma conscience et mon regard sur ce qui se passait. Et je ne dis pas que tout ce que disaient et faisaient les Gilets jaunes était formidable, mais il y avait une révolte populaire et il y avait une bataille pour le sens de ce mouvement, et on pouvait participer à cette bataille pour le sens, donner un sens à ce mouvement et disputer cette signification politique à l'extrême droite qui essayait de s'approprier ce mouvement. Mais au lieu de faire ça, on les a éborgnés, matraqués, emprisonnés, mutilés à vie. C'est, comment dire... Oui. Vous faites mention de ces révoltes populaires, et là, ça m'inspire une question, peut-être un dernier mot sur ce livre-là. Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. Donc, j'ai pu lire que ce que vous vouliez dire aussi, vous avez choisi ce mot peuple, parce que vous auriez pu dire vie, vieillesse et mort de ma mère, ou voilà, mais ce mot peuple, on l'aura compris, il est important au regard de tout ce qu'on a pu comprendre de votre démarche, aussi socio-biographique. Et aussi, vous indiquiez que dans ce mot peuple est contenue aussi l'idée de résistance. Je trouvais ça très intéressant parce que, au regard de ce qu'on vient de dire, qui est quand même assez pessimiste, enfin, c'est quand même le constat est quand même difficile de l'état du monde, de la société, voilà, de notre société. Cette idée de résistance, comment vous voyez les prochaines années? Est-ce que, voilà, quelle analyse vous faites de ça? Alors, sur le titre, mon éditeur néerlandais voulait transformer le titre en disant « Vie, vieillesse et mort de ma mère ». Et j'ai dit non, parce que ce n'est pas un livre sur ma mère. C'est un livre sur une femme de la classe ouvrière et qui est une incarnation de la classe ouvrière. Donc, je ne veux pas le personnaliser comme ça, parce que sinon ça fait perdre tout le projet et le contenu du livre. J'ai choisi peuple plutôt que classe ouvrière. En anglais, ça a été traduit par working class woman, donc une femme de la classe ouvrière. J'avais choisi peuple parce que j'avais d'abord choisi de la classe ouvrière, mais je me disais, ma mère, elle a été femme de ménage, et puis elle a été ouvrière, et donc sa vie est plus large que classe ouvrière, même si une femme de ménage mariée à un ouvrier, on peut dire, fait partie de la classe ouvrière, mais j'ai voulu lui donner une inscription sociale plus large que classe ouvrière. Elle était femme de ménage, d'abord à 14 ans, chez des particuliers, puis elle faisait des ménages ensuite. Donc c'est plus large que la période de sa vie où elle a été ouvrière. Ensuite, elle était retraitée, et donc elle n'était plus ouvrière. Donc le peuple indiquait ça. Mais j'aimais ce mot de peuple aussi parce que on parle de le peuple de la Révolution française, la résistance populaire, les émeutes populaires, une sorte de la sagesse populaire. Je n'y crois pas trop, mais la sagesse pour ce qui est des révoltes et de la résistance, oui. Et je trouve que le mot peuple indiquait cet ensemble qui est plus large que la classe ouvrière, parce que les Gilets jaunes, c'était par exemple pas nécessairement la classe ouvrière, mais on pouvait dire que c'était le peuple. Quand ma mère était ouvrière, elle participait à des grèves. C'était une usine où il y avait 1700 travailleurs et travailleuses, dont 500 ou 600 étaient syndiqués, avaient leur carte de la CGT, ce qui faisait une force syndicale très puissante, qui organisait des grèves longues, massives, réprimées. En 78, je crois, un ouvrier avait été tué par un tir de carabine par une milice patronale qui était passée la nuit devant l'usine et avait tiré sur le piquet de grève. Il y avait eu un mort. Ma mère se souvenait très bien de cet événement. Elle était en grève à ce moment-là, mais elle était à la maison puisqu'elle n'était pas sur le piquet de grève. Ma mère participait à ces mouvements. Elle était donc un sujet politique. Ensuite, l'usine elle a été mise en pré-retraite, puis l'usine a fermé. Elle s'est retrouvée... Quand elle votait pour le Front National, elle était encore un sujet politique, puisque malheureusement, elle savait dire pourquoi elle votait pour le Front National. C'était son choix, un choix réfléchi, et il ne faut pas toujours attribuer aux classes populaires une sorte d'irrationalité, qui sont des gens qui agissent par pulsion, comme s'il y avait les pulsions irrationnelles des classes populaires et la rationalité des intellectuels ou des classes dominantes.
Donc la notion de pulsion d'origine psychanalytique, non seulement je m'en méfie, mais je tiens à l'écarter. Vous comprenez ce que je veux dire. Je tiens à l'écarter parce que c'est une notion dangereuse. On en a parlé au début, tout à fait. Et néfaste. Mais je pense que quand ma mère était dans la maison de retraite, ensuite à l'EHPAD, elle se plaignait des conditions de vie qui lui étaient faites dans cette maison de retraite, du service public sous-financé, et donc avec un manque de personnel. Et là, cette femme du peuple se retrouvait sur son lit, qui était un sujet politique quand elle travaillait en usine, qui était encore un sujet politique quand elle votait à l'extrême droite vers la fin de sa vie. À la maison de retraite, elle n'était plus un sujet politique. Elle était déchue de ce statut politique. Elle me laissait des messages sur mon répondeur, mais j'étais le seul destinataire de ces messages. C'était des messages la nuit. Je les écoutais le matin quand je me réveillais. Et je me suis dit, après sa mort, ces messages étaient éminemment politiques, puisqu'elle protestait contre ses conditions de vie, la situation qui lui était faite dans cette EHPAD. Elle est restée très peu de temps. 7 semaines. Je me demandais combien de temps j'irais la voir. C'était un gros village au nord de Reims, à 30 km de Reims, parce que c'est là que nous avions trouvé une place, parce qu'à Reims, il n'y avait pas de place. Et donc, nous l'avions installée dans cette maison de retraite. Et je pensais que j'irais la voir pendant 2, 3, 4 ans. Elle est morte 7 semaines après. C'est ce qu'on appelle le syndrome, ce que les médecins, le syndrome de glissement, où les personnes très âgées se laissent glisser, c'est-à-dire se laissent mourir, c'est-à-dire c'est un suicide, parce que se sentent abandonnées, et surtout il n'y a plus d'espoir pour continuer à vivre. Il faut avoir un rapport au temps, au futur, à des projets. Demain, je regarderai tel film, ou demain, je ferai... Or, les conditions de vie étaient telles que ma mère me disait, on m'empêche de prendre une douche. J'ai appelé le médecin de la maison de retraite. Je lui disais, ma mère me dit qu'on l'empêche de prendre des douches. Et le médecin me répondait, ah non, pas du tout. On ne l'empêche pas de prendre des douches, mais pour qu'elle puisse prendre une douche, il faut l'emmener à la salle de bain. J'ai besoin de 2 hommes aides-soignants pour l'apporter. Et je n'ai pas assez de personnel, donc ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et je dis, comment c'est possible, justement, que dans une maison de retraite publique, du secteur public, il ne soit pas possible d'avoir du personnel pour emmener les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie physique à la salle de bain. Et tout était comme ça. Elle sonnait parce que elle avait froid, que la fenêtre était ouverte, personne ne venait. Elle sonnait parce qu'il faut parler des choses concrètes. Elle s'était souillée, elle sonnait, personne ne venait changer sa couche, etc. Et donc ici, elle était privée de ce sujet. Cette femme du peuple n'avait plus d'accès à l'action politique qu'elle avait auparavant. Et là, c'est un peuple privé de droits, et notamment privé du droit à la parole et à l'action, puisque ma mère ne pouvait plus marcher, n'allait pas descendre dans la rue avec ses voisines de chambre, dans le couloir. Elle n'allait pas organiser un colloque, elle n'allait pas faire signer une pétition, elle n'allait pas écrire des tribunes dans les journaux. Donc, quand vous êtes totalement privé de l'accès à la parole politique, c'est-à-dire même si c'est par l'intermédiaire d'un syndicat, d'un parti, vous avez une parole politique qui est portée par ces institutions que vous choisissez. Là, elle était privée de tout accès à la parole politique, de toute possibilité d'accès à la parole politique. Et donc, j'ai écrit ce livre justement pour lui donner la parole après sa mort, mais ce qui veut dire aussi donner la parole à tous les gens qui étaient hier et qui sont aujourd'hui dans la situation qui a été la sienne, c'est-à-dire des gens qui sont maltraités parce que c'est une maltraitance institutionnelle, et que, comme ce sont des gens qui ne peuvent pas s'organiser, qui ne peuvent pas dire nous, voilà, un chapitre sur qui peut dire nous. Simone de Beauvoir pose cette question au début du IIe siècle. Elle dit:
les ouvriers disent nous, les Noirs américains disent nous, sont des exemples qu'elle prend, mais les femmes ne disent pas nous. Aujourd'hui, les femmes disent nous. Les choses changent. Mais quand elle écrit son livre La vieillesse, qui est un grand livre totalement ignoré, d'ailleurs, pour des raisons que j'essaie d'analyser, elle pose pas la question, elle ne pose plus cette question, pourquoi les personnes âgées ne disent pas nous. Mais au moins, c'est un grand livre, je ne suis pas en train d'essayer de diminuer l'importance de ce livre en lui adressant en adressant cette remarque qui est à peine une critique. Je constate qu'elle ne pose pas la question, pourquoi les personnes âgées ne disent pas nous. Mais elle dit, elle en tire la conclusion, je vais faire entendre la voix de ces parias, dit-elle en 1970. Et c'est un peu mon projet, je veux faire entendre la voix de ces parias, que sont les personnes âgées ayant perdu leur autonomie physique, âgées dépendantes, parce que EHPAD, c'est établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes. J'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes, et puisqu'elles ne peuvent pas se constituer, se mobiliser, s'organiser, constituer un nous, un collectif mobilisé, je constitue ce nous de l'extérieur, je leur donne une parole collective, et ce qui m'amène à réfléchir d'ailleurs sur cette parole collective, n'est-elle pas toujours médiée par un porte-parole? Quand ma mère était ouvrière et faisait grève, il y avait le porte-parole qui était le syndicat. Cette question politique du porte-parole. Voilà, quand elle votait pour le Rassemblement national, il y avait un porte-parole qui était ce parti, horrible, mais un porte-parole que je n'aime pas, évidemment, mais se donnait un porte-parole. Et la question du porte-parole, qui constitue le collectif comme collectif, le nous comme nous, et on le voit quand ce nous ne peut pas exister, on voit bien que c'est toujours par la médiation d'un porte-parole. En tout cas, ça souligne encore plus la responsabilité et l'importance des politiques, des corporations, des intellectuels, des associations, des syndicats, des mouvements sociaux, des organisations de défense des travailleurs, des précaires, des personnes âgées. Encourager, et des intellectuels aussi. Et des intellectuels, bien sûr. Et il y en a un que vous avez beaucoup cité, notamment en cette fin d'émission, c'est Pierre Bourdieu, évidemment. Oui, je sais qu'il a une place particulière. Oui. Vous dites dans le livre Sociobiographie. C'était mon ami. C'était votre ami. On va peut-être un mot sur l'amitié, qui est comme mode de vie qui est très importante pour vous. Et vous dites que c'est quand même celui auquel vous pensez le plus souvent quand vous travaillez. Et moi, j'ai cette phrase aussi qui m'interpelle, qu'il vous a dite, il vous a conseillé d'écrire un livre, et tu verras, ça changera tout pour toi. J'aimerais savoir ce que, à votre avis, il entendait par ça. Qu'est-ce que ça a pu changer pour vous? Écris un livre, ça changera tout pour toi. Il me disait vous, on s'est toujours... Pardon, non, c'est amusant, mais on s'est toujours... On se parlait au téléphone. C'est moi qui me suis permis de vous tutoyer. Non, c'est bizarre. On a parlé au téléphone tous les jours à peu près pendant 22 ans, parfois plusieurs fois par jour. On se voyait pour dîner, et jamais on est passé au tutoiement. Je ne sais pas pourquoi. Quand quelque chose s'installe, un mode de relation s'installe, où on se disait vous, on était très amis, mais on se disait vous. Ça, c'est tout à fait anecdotique. L'amitié a été essentielle, notamment l'amitié avec lui a été essentielle dans ma vie, bien sûr. Il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a aidé, il m'a notamment conseillé, exhorté à écrire un livre en disant « ça changera tout pour vous ». Parce que je travaillais dans des journaux à l'époque, au début de ma relation avec Bourdieu, il me disait « écrivez un livre, ça changera tout ». Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans un journal et que vous écrivez un livre, vous pouvez acquérir un statut que vous n'avez pas si vous n'avez pas. C'est ce qu'il croyait. Je suis pas sûr. De fait, on devient moins dépendant du journal si on a ce statut-là qui est donné par la publication de livres. Et moi, je lui disais au début, non, je suis très bien comme ça. Je ne me vois pas écrire un livre. J'ai pas besoin d'écrire un livre. Sans doute la limitation des aspirations et des ambitions qui étaient liées à mon origine de classe. Je ne sortais pas de l'école normale supérieure où tout le monde croit pouvoir écrire des livres comme ça avec une assurance. Et moi, je n'avais évidemment
pas cette assurance-là et pas je ne me sentais pas capable, je n'en voyais pas la nécessité. Et puis, comme c'était vraiment pénible de travailler dans ce journal qui était le Nouvel Observateur, j'ai considéré que ce journal m'assurait un salaire mensuel et que j'allais utiliser ce salaire pour écrire les livres que je voulais écrire. Et à partir de ces livres-là, notamment de ma biographie de Foucault, j'ai été invité dans les universités américaines, à Harvard, où j'ai enseigné par la suite. Et là, je suis entré dans la vie universitaire. J'ai changé de métier, de carrière. Et je me suis mis à écrire des livres. Ça a donc été une rencontre fondatrice aussi. Fondatrice. Je cite cette phrase de Fanon. Il demande à François Maspero, son éditeur, de solliciter Sartre pour une préface aux damnés de la Terre. Et Fanon dit à François Maspero, dites-lui que chaque fois que je m'installe à mon bureau, je pense à lui. Et quand j'ai lu cette phrase de Fanon, je me suis dit, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec Bourdieu et qui se passe toujours pour moi avec Bourdieu. Chaque fois que je m'installe à mon bureau pour écrire, pour travailler, je dirais même presque pour lire, parce que je lis avec toujours un regard bourdieusien sur ce que je lis. Et chaque fois que je m'installe à mon bureau pour écrire, il y a Pierre Bourdieu derrière moi, au-dessus de mon épaule, qui regarde ce que je fais, qui me donne un conseil, qui m'adresse une critique, que je suis ou que je ne suis pas, parce que dans nos échanges, nous n'étions pas toujours d'accord. Il me faisait lire les manuscrits de ses livres en préparation, et je lui ai fait lire les miens. Et parfois, je lui ai adressé des critiques. Il m'en adressait plus que je ne lui en ai adressé, bien sûr, mais c'était un échange, et cet échange continue longtemps après sa mort, continue mentalement, intellectuellement. J'ai toujours Pierre Bourdieu derrière moi, au-dessus de mon épaule, quand j'écris, et je dois dire que quand ces cours au Collège de France ont été publiés pendant les dernières années là, qui viennent de s'écouler. Ces grands cours au Collège de France s'appellent Sociologie générale, ou le cours sur Manet, le cours sur l'État. À chaque fois que je lisais ces cours, c'était comme reprendre la conversation avec lui, parce que je retrouvais nos discussions, nos conversations, puisqu'il me parlait de ce sur quoi il travaillait, de ce à quoi il réfléchissait. Et ces cours sont comme la transcription de ce qu'il me disait quand nous parlions au téléphone ou quand nous dînions ensemble. Et donc, il y a, oui, un rapport avec... C'était un ami très proche et très cher, la générosité intellectuelle, mais aussi personnelle de Pierre Bourdieu, de son temps, de son savoir, de sa perception du monde. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, et ça a été décisif dans ma vie, et je dois dire que il y avait cette amitié, mais il y avait aussi l'aspect personnel, mais il y avait aussi l'aspect intellectuel. C'est quelqu'un dont chaque remarque, chaque pensée ouvrait des continents de réflexion, parfois en y repensant, un jour il m'a dit ça, ouais, je suis pas d'accord, ou un jour il m'a dit ça, et il avait raison, et c'est, comment dire, ça a été une des plus belles amitiés de ma vie. On aurait fait beaucoup d'allers-retours au cours de cet entretien avec vous, particulièrement riche, en tout cas, je trouve. Didier Eribon, je vous remercie encore beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Et j'invite vraiment les gens qui nous regardent à se procurer, à lire ce livre d'entretien Sociobiographie, dont on comprend enfin le sens avec vous. Et voilà, entretien avec Geoffroy Huard aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Didier Eribon. Merci, merci, à bientôt.